Bonjour à tous, bienvenue à la Paris Manga. Nous sommes ici sur le plateau de APC et je suis rejoint par Liken. Comment vas-tu? Un peu fatigué par l'événement, mais assez bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ici à Paris Manga? Alors, moi, de base, je viens du cinéma d'animation. J'ai fait des études dans ce milieu-là et je travaille également dans ce milieu-là principalement. Je fais beaucoup de décors, du décor couleur, du développement visuel aussi. Mais une autre de mes passions, c'est vraiment explorer mes propres univers, faire de l'illustration. Et pour ça, les salons, c'est vraiment une occasion pour moi de rencontrer un public, de trouver mon public et de mettre en avant mes propres œuvres. Et du coup, tu as fait des études, je suppose, de design, illustration, c'est ça? Alors, cinéma d'animation. Ouais. Alors, l'école a changé de nom depuis, mais ça s'appelle l'Atelier supérieur d'animation et c'est géré par les Ateliers de Sèvres. Donc, c'est une école d'animation qui, voilà, maintenant est assez connue. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'animation pour... Ou alors, non, tu fais encore de l'animation, c'est ça? Oui, oui. Là, mon job à plein temps en ce moment, c'est de travailler dans un studio d'animation. Ok, et donc du coup, tu trouves le temps de faire tes illustrations. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, tout seul, à produire et à faire des prints un peu de tes dessins? C'est quand même une step importante de se dire, je vais commercialiser mes dessins, quoi. Je pense que aujourd'hui, avec Internet, on a vraiment accès en fait à tous ces artistes qu'on voit en grandissant, ces artistes qui vivent de leur travail, de leurs propres illustrations. On va au salon, on voit les artistes à lait. Ouais. Et du coup, on voit que c'est quelque chose qui est possible, ou du moins qui est atteignable dans une certaine mesure. Et après, c'est des choses qui se font aussi progressivement. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai un stand qui est bien fourni, bien décoré, que j'ai le matériel, c'est vraiment des choses qui se sont faites progressivement. Ma première Japan Expo, c'était en 2017, je crois. Ah oui. Et on était 3, on n'avait pas de logo, on avait quelques ouais. dessins, quelques fan art, et c'était encore très, très timide et amateur. Mais justement, il faut bien commencer quelque part, commencer à poser son pied à l'étrier. Et après, avec les années, on progresse, on tâte, on fait des erreurs, on se redresse et on continue de se développer. Ah oui, donc toi, tu as vraiment fait le tout début des événements parce que l'artiste allé n'était pas présent forcément tout de suite. Tu as vu que ça a plutôt bien évolué. Tu vois qu'il y a des artistes, d'une part, qui font le premier pas, on va dire, pour proposer un peu leurs travaux, on va dire, et de faire tout un stand qui est aussi une grosse démarche sur des conventions et tout. Tu vois que ça a bien évolué. Tu vois que la qualité de travail aussi s'améliore? Alors, je pense qu'on peut voir une amélioration entre guillemets de la qualité de travail, mais je pense que c'est plutôt dû à une professionnalisation de l'artiste allais. Je trouve que dû à plein de circonstances, je pense économiques, en ce moment l'animation qui va pas toujours très très bien, beaucoup de gens tentent l'expérience, essayent de se lancer un petit peu en autodidacte et à faire des conventions. Et le souci, c'est que forcément, il n'y a pas forcément beaucoup plus de conventions. Donc voilà, je ne sais pas comment dire, effet de bord. Les gens qui organisent des conventions ont plus de choix, ont tendance à prendre des profils qui sont plus léchés, plus professionnels entre guillemets, et on a tendance peut-être à un petit peu perdre justement le côté amateur qui, je trouve, parfois fait le charme des conventions. Donc c'est un peu à double tranchant. Parce que d'un côté, c'est super cool d'avoir plein d'artistes qui sont très pros, très très forts et qui ont un très bon niveau parce que ça provoque une émulation. Et d'un autre côté, je trouve que c'est quand même important, très important d'avoir des branches amateurs et de ratisser large en termes de niveau et en termes de style. Et toi, tu te caractérises plutôt comme un amateur du coup? Alors, je pense pas vraiment me catégoriser comme amateur, mais les conventions et l'illustration en freelance, ce ne sont pas mes activités principales, du moins pas pour le moment, peut-être un jour. L'auto-édition d'artbook de mes Inktober par exemple, ce sont des choses que je fais par moi-même, en financement participatif par exemple. Mais ce ne sont pas encore des choses dont je vis, c'est plus un extra quand c'est possible.
sachant que les revenus peuvent varier grandement d'une convention à l'autre, d'un événement à l'autre. Donc pour l'instant, je ne me considère pas comme un amateur dans le sens où je commence à avoir un peu d'expérience, mais pas comme entre guillemets un professionnel rodé qui ferait toutes les conventions et qui gagnerait sa vie principalement grâce à ça. Et parce que là, du coup, tu gagnes quand même ta vie avec tes dessins ou enfin, tu pourrais gagner ta vie comme tu es encore dans l'animation, tu pourrais gagner ta vie avec les dessins si... Bah, techniquement, dessiner c'est mon travail. Quand je suis dans un studio d'anime, je fais des décors, je peins des décors pour des séries, pour des films. Et je parlais plus pour de des tes dessins courts-métrages. à toi, tes dessins perso. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu compliqué de vivre seulement de mes dessins. Donc c'est pour l'instant vraiment un revenu complémentaire. Mais c'est vrai qu'à long terme, je pense que j'aimerais que ça devienne une part de plus en plus importante de ma vie professionnelle. Et pas forcément que sur du dessin pur et dur. Est-ce que tu as déjà imaginé des projets, par exemple, de bande dessinée ou de romans graphiques, par exemple? Alors oui, c'est une question qui m'est souvent posée de par la nature de mes dessins, de mes Inktober qui sont très centrés sur la narration, la composition. J'adore raconter des histoires dans une seule image, utiliser la couleur, la composition, la lumière pour transmettre parfois juste une émotion et parfois vraiment une histoire un petit peu complexe. Mais je pense que simplement peut-être syndrome de l'imposteur ou peut-être encore un manque de compétences réelles sur certains plans. J'ai pas encore fait le saut pour de la bande dessinée. Non pas que l'occasion ne se soit pas présentée à moi, mais que j'ai pas encore saisi cette opportunité. Mais je pense que ça se fera peut-être un jour. En effet, je pense que ça pourrait être une très bonne expérience, d'autant plus que je suis entouré de gens qui font du webtoon, donc de la BD, parfois en activité principale, parfois en activité secondaire. Mais c'est sûr que le pont entre l'animation et la bande dessinée, c'est vraiment un pont qui est très mince, sachant qu'il y a des gens qui vont, qui viennent entre les deux, qui sont en équilibre en fait entre ces deux mondes. Donc c'est vrai que la paroi est très poreuse. C'est surtout qu'en fait, rien. Qu'est-ce qui t'empêcherait à un moment donné de faire une année de césure, on va dire, pour tenter l'expérience et voir si ça passe, quoi. Peut-être l'argent, j'avoue. Voilà, peut-être l'argent. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le cinéma d'animation, on relève du statut intermittent. Ah ouais. Et c'est une chance parce que ça nous permet, lorsque on a plus de 507 heures travaillées, d'avoir le chômage qui est spécifique aux intermittents du spectacle. Et souvent, il y a des gens qui profitent en fait de ces périodes de césure où ils vont se décider de ne pas travailler pour un studio tout de suite, de ne pas rechercher un emploi tout de suite et de travailler sur leur projet perso, leur bande dessinée. Donc c'est une option, en tout cas, si je continue de travailler dans l'animation, qui reste ouverte pour moi. Ah oui, non, c'est vraiment... Pour moi, tu étais salarié d'une boîte et puis voilà. Mais là, en fait, tu fais des missions pour toujours la même boîte, c'est ça? Non, pas toujours la même boîte. J'ai travaillé dans plein de boîtes différentes, pour plein de projets différents. Des boîtes parisiennes comme Bobby Pills, qui sont assez connus pour leur série Les Cassos, mais pas que, leur série aussi Vermine. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur la série Captain Leatherhawk, qui est disponible sur Netflix. J'ai aussi travaillé sur la saison 2 de Last Man, dans un studio lillois, où j'ai vécu 9 mois. J'ai vécu 1 an au Japon, où j'ai travaillé pour des animés, dans un studio qui est assez récent, qui s'appelle ENH, qui a été créé par un ancien de MAPPA, celui qui était le réalisateur de la première saison de Jujutsu Kaisen. Donc il a créé sa propre structure et j'ai pu travailler dedans grâce à des Français qui y étaient, Yann Le Gall notamment, qui est très très bon en décor, je le salue s'il nous écoute. Et puis je suis revenu en France. Là, la situation n'est pas terrible dans le cinéma d'animation, donc ça a été un petit peu chaotique. À côté, du coup, pour combler le manque à gagner, j'enseigne aussi dans des écoles d'animation, les ateliers de Sèvres, mon ancienne école, à Gobelin aussi, j'ai fait des missions, dans une école de jeux vidéo qui s'appelle Gaming Campus aussi à La Défense. Oui, parce que l'animation, il n'y a pas que le cinéma, c'est ça, il y a aussi... Est-ce que toi, tu touches un peu à l'animation 3D ou c'est uniquement de la 2D que tu fais? Alors, même si dans ma formation on a touché à la 3D, j'ai un affect particulier pour la 2D, d'autant plus que quand bien même j'ai appris à animer, l'exercice d'animation basique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est vrai que souvent je trouve que je fais un meilleur usage de mon temps en créant une illustration en couleur avec ma narration, ce genre de choses. C'est plus mon moyen d'expression plutôt qu'une animation, plutôt qu'un court-métrage.
Et du coup, alors tu peux nous expliquer aussi ce que c'est que ce bouquin-là. C'est un portfolio, c'est ça, ou c'est une... Alors non, c'est pas vraiment un portfolio, c'est un recueil de tous mes dessins d'Inktober de l'année 2019, où là vraiment j'avais du temps et j'ai pu pousser chaque illustration au bout. Et vu que je voulais pousser le projet plus loin, et sachant que j'avais déjà participé à pas mal de fanzines auparavant, donc je voyais un petit peu comment ça se faisait, j'ai fait un Kickstarter, ou non, plutôt un Ulule. Le site c'était Ulule, Ouais. mais bon, c'est le même principe. Oui, oui. J'ai atteint mes objectifs de financement. J'ai produit mes artbooks, je les ai imprimés, je les ai envoyés et je me suis fait une petite marge dessus, mais c'était surtout histoire de mener un premier projet comme ça à bout de A à Z. Et j'ai fait une autre compilation de ceux de 2020 et depuis j'ai pas eu le temps de faire un Inktober de A à Z, même si j'essaye à chaque fois. Ouais. Mais là je suis en effet sur un nouveau projet pareil, même si ce sera pas... C'est pour 2024, celui de 2024, donc j'ai clairement pas fini. Mais dans l'idée, j'aimerais bien refaire 31 illustrations à l'encre de Chine et refaire un petit livre en financement participatif. Ok. Et qui sait, du coup, peut-être un jour une BD, on verra. Ce sera dans Bah un oui. second temps. Non, mais en tout cas, oui, ça peut être intéressant. Le Linktoberfest, ça reste une source, ou une période en tout cas, pour se challenger sur des sujets, sur des projets, de produire une fois par jour. Normalement, c'est ça, Linktoberfest, tu produis un dessin sur un thème précis, c'est ça? Alors oui, de base, dans sa forme la plus pure, Linktober, c'est vraiment un défi journalier où on est censé faire un dessin par jour. Mais chez certaines personnes, dont moi, ça peut provoquer un stress non nécessaire et nuire un peu à la créativité, sachant que je suis une personne qui prend vraiment du temps pour dessiner. Donc moi, je fais mes propres listes avec des mots que j'aime bien, je les écris sur une feuille, je les découpe. Je fais une autre liste avec plutôt des adjectifs. Je mets ces deux listes dans deux bols séparés et après je tire les mots au hasard. Ça me fait des combinaisons de mots. Et après je réalise des illustrations à partir de ces associations aléatoires de termes, mais qui moi me plaisent. Donc à partir de là, ça crée un petit peu un jeu avec les mots et ça me permet d'évoquer des images et de partir sur quelque chose. Mais par exemple pour Tales of the Seasons, l'artbook que j'ai fait, je voulais un fil conducteur. Je me suis dit, vu que mon univers pour ce projet c'est plutôt un peu médiéval fantastique, je vais utiliser les saisons. Je vais faire 32 illus pour avoir un multiple de 4 et je vais séparer mes associations de mots pour avoir 4 saisons séparées. Ah oui, d'accord. Ouais. On te retrouve dans quelle convention là cette année? Alors, cette année, vous allez me retrouver du coup ici, encore demain. Vous allez me retrouver aussi au Salon du Fantastique. Et si je ne m'abuse, la Japan Touch du côté de Lyon, dans 2 mois. Donc il y a déjà ces 3-là. Et après, pour le reste, on verra. Je sais que les inscriptions pour la Lightbox Expo, qui est une convention aux États-Unis, sont ouvertes. Ah ouais? Je l'ai faite il y a 2 ans. Donc c'était pas un succès financier parce que voilà, le voyage, les impressions, etc. Mais c'était vraiment incroyable comme convention, vraiment une expérience de fou. Que j'aimerais réitérer, mais ça demande de prévoir un budget et de rogner là où on peut pour que ce soit pas trop dispendieux, on va dire. Oui, non mais je comprends. Super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir pour parler un peu de ton art, de tes projets. Et puis, on se retrouve à une prochaine convention. Je crois qu'on va faire la... Oh, je sais plus. Je crois qu'on va se rejoindre sur une des prochaines conventions. Merci beaucoup à tous. Merci. Et on se dit au revoir. Au revoir.